Le Canada s'apprête à prendre une décision sur ses sous-marins qui révèle bien plus qu'un achat militaire. Elle montre à qui le Canada fait confiance, qui reste à l'écart, et pourquoi les États-Unis risquent de perdre un prix industriel générationnel. Je veux que vous gardiez un seul chiffre en tête dans cette vidéo, un seul chiffre 0, parce qu'en ce moment, le Canada entre dans la dernière étape du plus important achat de défense de son histoire moderne, une flotte de 12 sous-marins flambant neufs, et le nombre de fournisseurs américains encore dans la course est exactement celui-là, 0. Laissez cela s'imprégner un instant. Dans quelques semaines, peut être même plus tôt, le gouvernement canadien devrait prendre une décision sur un contrat qui pourrait coûter entre 60 et 80 milliards de dollars sur l'ensemble de son cycle de vie. Et lorsque cette décision sera annoncée, le gagnant se trouvera dans l'un de ces deux endroits, un chantier naval à Kiel, en Allemagne, ou un chantier naval sur l'île de Géorge, en Corée du Sud, pas au Connecticut, pas en Virginie, nulle part aux États-Unis. Apparemment, le manuel America First a oublié de garder l'Amérique dans la salle où les contrats sont signés. Si vous avez de l'argent sur les marchés, des économies de côté ou des plans pour les 5 prochaines années, cela mérite votre attention. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de défense, c'est une histoire sur la direction que prend l'avenir industriel du Canada, sur les partenaires à long terme qu'il est en train de se choisir, et sur ce que cela signifie vraiment lorsqu'un pays décide discrètement, par un processus d'approvisionnement, sans grande conférence de presse dramatique, que l'ancienne façon de faire des affaires ne s'applique plus. La plupart des gens passent complètement à côté de cela. Les manchettes ont été remplies de tarifs douaniers, de rencontres dans le bureau ovale et du bruit quotidien des tensions transfrontalières. Plus la conférence de presse est bruyante, plus il est facile de ne pas voir le contrat sortir par la porte arrière. Mais derrière tout cela, une compétition d'approvisionnement accélérée, avancée, et les gens impliqués comprenaient exactement ce qu'elle représentait. Selon des évaluations récentes de l'Institut canadien des affaires mondiales, le coût total du cycle de vie de cette flotte de sous-marins pourrait atteindre environ 80 milliards de dollars, et le commandant de la marine lui-même, le vice-amiral Angus Topshee, a déclaré publiquement que chacun des deux finalistes pouvait répondre aux exigences opérationnelles du Canada, ce qui signifie que cette décision ne porte plus vraiment sur les sous-marins, elle porte sur tout ce qui les entoure. Le contexte structurel est important. Le Canada n'a pas construit de grands sous-marins chez lui de mémoire d'homme. Les sous-marins actuels de la classe Victoria ont été achetés d'occasion au Royaume-Uni à la fin des années 1990 et ils ont passé la majeure partie de leur vie en service, soit en maintenance, soit en cale sèche, soit à lutter pour rentrer au port. Un seul des 4 est actuellement opérationnel. Donc, lorsque les gens parlent de les remplacer, il ne s'agit pas d'une simple mise à niveau d'équipement, il s'agit de reconstruire une capacité sous-marine qui est essentiellement sous assistance respiratoire depuis 20 ans, dans un pays qui possède le plus long littoral du monde, réparti sur 3 océans, alors que l'Arctique devient chaque année plus disputé. Cet écart n'est pas un détail opérationnel mineur, c'est une faiblesse structurelle qui est exposée au grand jour depuis toute une génération. Et la décision prise maintenant constitue la première tentative sérieuse de la corriger. Ce dont presque personne ne parle, c'est que les 2 soumissionnaires finalistes ne se font pas concurrence uniquement sur les sous-marins eux-mêmes. Ils se font concurrence sur ce que l'on appelle les retombées industrielles et technologiques. En termes simples, chaque dollar de valeur du contrat doit être compensé par une activité économique à l'intérieur du Canada. Et les offres reçues sont allées bien au-delà de ce que quiconque avait initialement prévu. L'allemand TKMS, en collaboration avec la Norvège, a mis en place un ensemble d'investissements sur plusieurs décennies qui comprend les terres rares, les minéraux critiques, la production de batteries pour véhicules électriques, un partenariat avec CAE à Montréal,
et même de possibles achats d'avions bombardiers pour les flottes de l'armée de l'air allemande, le sud-coréen Hanwha Ocean est allé encore plus loin. L'analyse de KPMG sur son offre prévoit environ 15 000 emplois chaque année pendant 15 ans, plus de 94 milliards de dollars de contribution au produit intérieur brut d'ici 2044 et près de 17 milliards de dollars en revenus fiscaux. J'ai dû vérifier ces chiffres plus d'une fois. Ce ne sont pas les types de chiffres que l'on voit habituellement dans un contrat de défense normal. Ce sont les chiffres d'un repositionnement industriel complet, et le fait que les deux finalistes soient aussi agressifs dit quelque chose d'important. Ils ne voient pas le Canada comme un simple acheteur de systèmes d'armement, ils voient le Canada comme un pays à la recherche d'un partenaire économique à long terme, et cette façon de présenter les choses, à elle seule, change toute la conversation, mais ce que presque personne n'avait prévu, c'est que les Américains ne sont pas seulement absents de la liste finale des soumissionnaires, ils n'ont jamais vraiment fait partie de la conversation. C'est la partie embarrassante pour un style politique qui traite chaque accord comme un tour de victoire avant même que l'accord existe. Il n'existe aucun scénario dans lequel General Dynamics Electric Boat construit ses sous-marins. Il n'existe aucune voie réaliste par laquelle un chantier naval américain devient partie prenante de ce programme. Et dans un pays où, pendant des décennies, une grande partie des achats de défense a été acheminée presque par défaut par des chaînes d'approvisionnement américaines, cette absence n'est pas seulement un petit détail, c'est un signal, cela compte, parce que l'élément suivant change la façon dont tout cela doit être compris. Une fois que les chiffres se connectent vraiment, la stratégie derrière cette décision devient beaucoup plus difficile à ignorer. La surface de l'histoire est simple, 12 sous-marins, 2 constructeurs étrangers, 0 fournisseur américain et une décision attendue dans quelques semaines. Mais en dessous, la structure derrière cette entente n'est pas apparue de nulle part. Elle prend discrètement forme depuis plus d'1 an et les décisions qui ont amené le Canada jusqu'ici ont beaucoup plus de sens maintenant qu'au moment où elles se produisaient. Commençons par la chronologie. En août 2025, le gouvernement Carney a réduit le nombre de soumissionnaires de 5 à 2. À ce moment-là, la France, l'Espagne et la Suède, tous des pays sérieux dans la construction de sous-marins, avaient été discrètement retirés de la compétition. Puis Carney s'est rendu personnellement au chantier naval de TKMS à Kiel, à la fin août. 2 mois plus tard, il a visité les installations de Hanwha Ocean sur l'île de George. À la fin octobre, ce n'est pas une étape normale dans un processus d'approvisionnement. C'est un Premier ministre ayant une expérience de banque centrale qui marche personnellement dans 2 des plus grands sites industriels en concurrence pour le contrat. En mars de cette année, les offres officielles étaient déposées en avril. Le gouvernement a pris une mesure inhabituelle et l'Institut canadien des affaires mondiales a souligné à quel point elle était inhabituelle en retournant voir les 2 soumissionnaires pour leur demander d'améliorer encore davantage leurs offres. Ce n'est pas quelque chose dont les gens se souviennent dans l'approvisionnement moderne en matière de défense au Canada. Mais c'est ici que l'histoire devient plus compliquée, parce que plus on étudie les conditions demandées, plus il devient clair ce que l'équipe de Carney est réellement en train de construire. Elle ne demandait pas de meilleurs sous-marins. Les 2 plateformes avaient déjà été jugées capables de répondre aux exigences opérationnelles. Ce qu'elles demandaient, c'était un ancrage économique plus profond au Canada, plus d'emplois, plus de capacités industrielles, plus de transferts technologiques, plus d'engagement à long terme dans des secteurs connexes comme l'acier, les minéraux critiques, et maintenant même l'automobile, le sous-marin et le titre. La base industrielle qui se trouve derrière est le véritable enjeu. Cette partie suivante m'a fait relire 2 fois. La plus récente mise à jour de Hanwha ajoutait une unité d'affaires automobile souveraine canadienne, incluant une proposition pour construire des camions légers et des véhicules utilitaires sport pour les forces armées canadiennes.
entièrement produit au Canada, avec de l'acier canadien, de l'aluminium canadien et des travailleurs canadiens. C'est un contrat de défense transformé en point de départ pour la fabrication automobile. Algoma Steel a Sault-Ste. Marie a déjà signé un protocole d'entente lié à une nouvelle usine de poutres d'acier de construction, avec une valeur potentielle allant jusqu'à 345 millions de dollars canadiens. Et cette usine ne servirait pas seulement le programme de sous-marins, elle soutiendrait aussi les chaînes d'approvisionnement en infrastructures et en logement. L'offre allemande n'est pas petite non plus. TKMS négocie avec CAE à Montréal, et l'ensemble allemand inclurait, selon les informations rapportées, la production de batteries pour véhicules électriques, des investissements dans les terres rares et de possibles achats d'avions qui soutiendraient directement Bombardier. Ce qui se passe ici, c'est une chaîne qui a commencé avec les tarifs douaniers et qui mène maintenant vers la souveraineté industrielle. Lorsque la pression commerciale venue du sud de la frontière s'est intensifiée, la réponse évidente aurait été d'encaisser le coup et d'attendre que le climat politique change. Au lieu de cela, Ottawa a accéléré quelque chose dont on parlait depuis des années, mais qui avait rarement été appliqué aussi directement, un effort délibéré pour éloigner les grands contrats fédéraux des réflexes américains automatiques et les orienter vers des partenaires prêts à investir au Canada. Le contrat de sous-marin n'est pas seulement une réponse à un tarif douanier, c'est le résultat d'une chaîne logique plus vaste. D'abord, le levier commercial est transformé en arme. Les tarifs douaniers ont été vendus comme un marteau, mais le Canada semble les avoir lus comme une étiquette d'avertissement. Ensuite, le Canada amorce une recherche structurelle d'alternatives industrielles non américaines. Et ensuite, cette recherche aboutit à une décision d'approvisionnement qui pourrait verrouiller des dizaines de milliards de dollars d'activité dans des partenariats européens ou asiatiques pour les 20 prochaines années. Chaque étape semble séparée jusqu'à ce qu'on les relie. Une fois qu'on le fait, le schéma devient impossible à manquer. C'est cette partie qui m'est restée en tête, parce qu'une fois la chaîne visible, la contrainte devient visible, elle aussi. Le gouvernement Carney ne peut plus vraiment revenir en arrière, même s'il le voulait. Les soumissionnaires sont déjà verrouillés. Les États-Unis ne sont pas une option de rechange. Il n'y a pas de plan C qui attend en coulisses. Donc, lorsque l'annonce arrivera, très possiblement à la fin juin, ce ne sera pas seulement une décision d'approvisionnement, ce sera une déclaration silencieuse sur les marchés que le Canada considère comme fiables pour la prochaine génération. Maintenant, cela change aussi le côté Trump de l'équation. Qu'en est-il de tout le levier que les États-Unis sont censés avoir sur l'économie canadienne? La réponse est inconfortable pour le récit habituel. Oui, les États-Unis absorbent encore environ les 3/4 des exportations canadiennes. Oui, c'est une dépendance structurelle sérieuse. Mais les achats de défense fonctionnent selon un calendrier différent de celui des flux commerciaux. Un tarif douanier peut vous faire mal au prochain trimestre. Une flotte de sous-marins, une fois attribuée, verrouille des relations industrielles pour 30 ans. Si le but des tactiques de pression était de garder le Canada attaché aux chaînes d'approvisionnement américaines, alors le résultat a été presque exactement l'inverse. Il s'avère que crier levier ne suffit pas automatiquement à pousser d'autres pays à signer le bon de commande. Le Canada se prépare maintenant à signer le plus gros chèque de défense de son histoire, et pas un seul dollar ne va à un chantier naval américain. Les travailleurs américains étaient censés profiter d'une posture commerciale plus dure. Alors pourquoi les constructeurs navals américains regardent-ils ce contrat quitter la pièce sans même avoir été invités à vraiment concourir pour l'obtenir? Et c'est ici que l'histoire cesse d'être seulement économique pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un moment, dans tout processus de recherche, où l'on réalise que l'histoire que l'on croyait raconter n'est pas vraiment l'histoire du tout. Pour moi, avec celle-ci, ce moment est arrivé lorsque j'ai commencé à regarder comment d'autres pays avaient géré des choix similaires.
Parce que le Canada n'est pas le premier pays occidental à devoir choisir entre un constructeur naval européen et un constructeur naval asiatique. Et les comparaisons sont plus frappantes que ce à quoi je m'attendais. La plupart des gens ont fait défiler cela sans s'arrêter. Mais regardez ce que l'Australie a fait avec AUKUS. En 2021, alors que les tensions montaient dans le Pacifique, l'Australie a abandonné un contrat de sous-marins conclu avec la France et s'est tournée vers des sous-marins à propulsion nucléaire américains et britanniques dans le cadre d'AUKUS. Cette décision a créé une crise diplomatique avec Paris, a coûté cher en frais d'annulation et a enfermé l'Australie dans une structure de sécurité dirigée par les États-Unis pour des décennies. Les premiers sous-marins construits en Australie n'étant pas attendus avant les années 2040. Regardez ensuite le Royaume-Uni, qui construit sa prochaine génération de sous-marins de classe Dreadnought sur son territoire par l'intermédiaire de BAE Systems, mais avec une forte dépendance au système d'armes américain. Maintenant, placer le Canada sur cette carte, le Canada ne fait ni l'un ni l'autre, il ne pivote pas vers Washington. Il ne construit pas de sous-marins nucléaires dans le cadre d'AUKUS. Il choisit des sous-marins conventionnels diesel, électriques, choisit un fournisseur non américain et structure toute l'entente autour des retombées industrielles nationales plutôt que des réflexes dictés par les alliances. Maintenant, pour être juste, il existe un véritable argument selon lequel se rapprocher des États-Unis sur les sous-marins aurait été plus simple. L'interopérabilité serait plus facile, la relation politique est plus ancienne, l'infrastructure de défense américaine est véritablement inégalée partout dans le monde. Une autre version de cette décision aurait pu être très différente, peut être un protocole d'entente pour rejoindre AUKUS sous une forme ou une autre, peut être un partenariat pour louer d'anciens sous-marins de classe Virginia, mais rien de cela n'est arrivé. Et la question qui mérite d'être posée, et pourquoi pas, la réponse honnête est que le modèle AUKUS, aussi séduisant qu'il puisse paraître de l'extérieur, vient avec des contraintes structurelles que le Canada a vu l'Australie accepter, puis a choisi d'éviter. Le pacte australien l'oblige à accueillir des rotations de sous-marins américains et britanniques, à accepter une présence opérationnelle américaine et à dépendre d'un calendrier de livraison qui a déjà dépassé les attentes initiales. Lorsque l'on regarde ce que le Mexique a fait en 2018, en accélérant des accords commerciaux avec l'Union européenne et l'Asie-Pacifique en réponse à la pression de la renégociation de l'ALENA, on voit le même manuel que celui que le Canada utilise maintenant. Seulement appliqué à la défense plutôt qu'au commerce, la leçon de l'Australie et du Mexique est assez constante. Les pays qui diversifient leur dépendance avant que la prochaine crise ne frappe sont ceux qui gardent leurs options ouvertes. Les pays qui attendent que la pression atteigne son maximum découvrent généralement que leurs options ont déjà disparu. Le Canada bouge avant le pic, pas après. Et c'est ici que cela devient personnel pour les Canadiens, parce que le coût d'une mauvaise décision n'est pas théorique. Il se manifeste dans les emplois de chantier naval à Halifax et à Esquimalt, dans les commandes d'acier qui passent par Sault Ste. Marie, dans les contrats d'aérospatial et de simulation à Montréal, et dans l'économie des chaînes d'approvisionnement de chaque ville ayant un fournisseur de défense de deuxième niveau. La proposition de Hanwha, à elle seule, selon la modélisation de KPMG, soutient environ 200 000 années personnes d'emploi entre 2026 et 2040. TKMS a structuré son offre différemment, mais elle a aussi été conçue pour offrir une empreinte d'emploi semblable sur 30 ans d'obligations de compensation. L'un ou l'autre choix crée une présence industrielle générationnelle au Canada. Ne choisir ni l'un ni l'autre, ou faire un mauvais choix, laisserait cette occasion sur la table. Maintenant, rendons à César ce qui lui revient. Des responsables américains ont soutenu, de façon juste, que TIG